À ce moment-là, je me dis en fait, je vais mourir toute seule chez moi et il y aura personne pour m'aider quoi. Je saurais même pas ce qui m'arrive. Donc j'attends et ça finit par passer et je reprends la fin de ma journée. L'endométriose a longtemps été ignorée et la douleur de nos mères, de nos sœurs, de nos amis négligée ou minimisée. Encore aujourd'hui, des femmes peuvent attendre des années avant de comprendre que les divers symptômes qu'elles supportent relèvent d'une maladie. Quand on ne sait pas pourquoi l'on souffre, ou quand notre maladie n'est pas connue, comprise, alors on souffre non seulement dans son corps, mais aussi dans sa vie, son travail, ses relations. Avec ce podcast, nous avons voulu mettre en valeur des parcours inspirants de patientes ayant de l'endométriose ou des douleurs pelviennes très intenses. Vous découvrirez les histoires de femmes puissantes, fragiles, drôles, émouvantes, intéressantes et par-dessus tout, vivantes. Bonjour Laura. Bonjour Sarah. Merci d'être là. Merci à toi de me recevoir, je suis très contente d'être ici. Je sais pas pourquoi j'ai envie de le dire, les gens devraient le voir. T'as la fossette qui se creuse quand tu parles, c'est ravissant. Merci. Pardon. Alors, est-ce que tu peux nous raconter quelle était ta vie un peu de toute jeune adolescente, de toute jeune fille? Alors une jeune fille très timide, très réservée dans son coin, voilà, qui parlait pas beaucoup. Très dans son petit monde solitaire. Donc j'ai deux sœurs, donc une plus grande et une plus petite. Voilà, je suis au milieu. Donc voilà, vie normale, dans une ambiance familiale assez sympathique. Je m'entends bien avec mes sœurs. Donc cool, le contexte cool. Cool, voilà. Et alors, tu m'as dit quand on a préparé cet enregistrement que ta puberté est arrivée assez tôt. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors assez tôt, oui, 10 ans et demi. C'est très tôt. Voilà, première, la poitrine qui commence à... Alors léger, hein, voilà, quand on est adolescente, on cherche le moindre signe. Surtout, voilà, j'avais déjà une grande sœur qui avait déjà sa puberté bien installée, donc forcément on se compare, donc on cherche et on est contente dès que on commence à sentir qu'on grandit. Et à quel moment tu as tes premières règles? C'est à peu près donc à 12 ans. Ouais. Donc j'étais un petit peu au courant du sujet. Bon, pareil, avec très ouverte aussi avec ma maman. Et puis je savais ce qui était arrivé à ma grande sœur. Donc pour moi, c'était le truc super cool qui faisait de nous une femme. Mais voilà, à ce moment-là, je me dis voilà. Et ça y est, l'étape est passée. Oui, voilà. Mais sans plus, voilà. Et comment elles se passent tes premières règles? Je suis super contente. Je m'empresse de le dire à ma maman. Je crois que à ce moment-là, je suis en pause déjeuner, je suis en 5e. Donc voilà, je me dis, maman, ça y est. Ça y est. Donc d'ailleurs, maman s'est empressée de le raconter à tata, aux cousines qui arrivent juste après, et tout le monde me félicite, quoi. Donc je me dis, waouh, ça y est, je suis une femme, mais c'est génial, quoi. Et à quel moment tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas normal ou en tous les cas qui te semble différent de ta grande sœur, par exemple? Ça a mis un petit peu de temps, je pense bien 2 ans, parce que du coup, comme je suis très réservée, pudique aussi, même si on en parle avec la famille, je suis assez pudique. Donc je garde un petit peu cet événement après pour moi. J'en parle pas forcément avec les copines. Il y a quelques petits accidents au collège, je pense, comme pas mal d'adolescentes, des petites fuites ou autres. Donc voilà, je me dis c'est normal, voilà. Mais sans plus, mais au bout de quand même de 2 ans, donc j'ai 15 ans à ce moment-là et je commence à me dire que non, c'est pas normal parce que c'est plus, comme on nous dit souvent, après, enfin voilà, il y a les premières règles, après on dit je commence à avoir mal, la maman dit c'est normal, la grande sœur oui, c'est normal, les règles c'est douloureux, etc. Donc je me dis bon, c'est douloureux mais c'est normal, donc je laisse passer, mais je me rends compte quand même que les règles c'est censé durer quelques jours. Et là, je suis sur des règles qui peuvent durer 1 mois, 2 mois, non-stop, plus ou moins abondant, de plus en plus abondant avec les années. On en parle un petit peu aux médecins traitants. C'est normal en tant que jeune fille, le temps que ça s'installe, ça peut prendre du temps. Donc voilà, je suis patiente, je serre les dents. Maintenant, avec le recul,
tes douleurs étaient vraiment très intenses ou c'était... comment tu les évaluerais aujourd'hui? Alors, voilà, si je compare pas aujourd'hui, oui, je pense que c'était quand même assez intense. D'autant plus que justement, à ce moment-là, quand je me dis que c'est pas normal d'avoir si souvent les règles, pendant 2 mois, je vais les avoir, mais aussi, faut savoir aussi que pendant 2 mois, elles peuvent s'arrêter complètement. Donc, ma maman décide de m'emmener voir une gynécologue. D'accord. Et en fait, cette gynécologue découvre un kyste à l'ovaire gauche. Donc, je pense que voilà, c'est pour ça que je dis les douleurs, effectivement, elles devaient être plus intenses que dans ton souvenir? Que dans mon souvenir, parce que voilà, qui dit kyste, c'est que forcément, voilà, ça fait pas du bien. Et donc elle prend en charge ce kyste et elle fait quelque chose pour tes règles pour ton irrégularité pour l'irrégularité de ton cycle? Et ben en fait, elle me prescrit une pilule microdosée, mais de base, elle m'annonce ça comme le fait que voilà, c'est pour absorber le kyste en fait, D'accord. pour voilà que ça mette un cycle plus normal, et avec ça, le kyste il va se résorber tout seul et tout ira bien, il y a pas de souci. Et alors qu'est-ce qui se passe dans les années qui suivent? Donc le kyste, effectivement, c'est bien résorbé. Je reste sur des pilules microdosées et moi, je sais pas, dans ma tête, je pense que je me dis, je continue parce que si j'arrête, il va revenir. Donc, en fait, je me suis pas trop posé de questions. En fait, je voyais mon médecin généraliste qui me prescrivait les renouvellements. Voilà. Après, de temps en temps, il y avait des effets secondaires autres, que j'ai essayé plusieurs pilules microdosées. Mais voilà, ça s'est fait comme ça. Et ça a un impact sur tes douleurs? Oui, parce que du coup, en fait, c'est des pilules qui m'arrêtaient complètement le cycle. D'accord. Donc, c'est une période de ta vie où ça va mieux en termes de santé, de douleur, d'effets, d'inconvénients, en fait. Oui, c'est ça. Et en fait, au final, j'en suis même contente parce que je pense que toutes les filles vont être d'accord avec moi de pas avoir de règles. C'est trop bien. Donc, en fait, voilà, limite, voilà, je me dis, j'ai pas de douleur. En plus, j'ai plus de règles. Donc, bon, on continue, quoi. Pourquoi s'arrêter? Et combien de temps ça dure, ça? 10 ans. 10 ans, c'est-à-dire que vers 25-26 ans, donc t'arrêtes cette solution, t'arrêtes de prendre la pilule ou c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe au bout de 10 ans? Au bout de 10 ans, je me dis quand même que, bah voilà, après, on a accès aux réseaux sociaux, etc. Ouais. Alors, je le dis pas trop fort, mais à Google et tout ça. Docteur voilà. Google, bien sûr. Voilà. Et du coup, je me dis que, ouais, c'est peut-être pas bon pour notre corps, d'ingérer en fait des pilules pendant tant d'années. Après, on commence un petit peu à parler avec l'entourage. Ah bah oui, effectivement... ta tante a eu la pilule pendant X années, quand après elle était en projet bébé qu'elle a arrêté, bah, le temps que ça s'évacue du corps, voilà, ça met du temps, donc je me dis, ouais, c'est peut-être pas top de... Donc tu te dis, j'arrête et on verra ce qui se passe. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe alors? Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Pendant 1 an, mes règles ne vont pas arriver. Ok. Donc... bon, pareil, hein, les médecins, comme d'habitude, bah, c'est normal. Ça se remet en route. Voilà, ça fait 10 ans que vous prenez la pilule, faut que le corps comprenne que, bon, bah, ok, je patiente. Je suis quelqu'un de très patiente, hein, voilà, c'est une de mes grandes qualités. Donc, je patiente. Et entre-temps, on me fait prendre aussi des traitements, du faston, etc., pour redéclencher un cycle, bon, avec des effets secondaires pas très sympathiques qui vont avec. C'est-à-dire que t'as eu, c'est quoi? C'est des problèmes gastriques? C'est de l'acné? C'est quoi Oui, ça va être par exemple l'acné. Adolescente, j'avais rien du tout. Et là, d'un coup, C'est sympa, 26 ans d'avoir de l'acné. C'est ça. Du coup, on m'a toujours dit que je faisais plus jeune que mon âge. Donc là, finalement... ça n'a rien à voir avec l'acné, je peux te dire. Donc, du coup, d'avoir l'acné, tiens, comme ça, on enlève 10 ans, c'est très bien. donc, pas génial. Et à ce moment-là, une séparation. Ouais. Et quelques semaines après cette séparation, les règles qui finissent par arriver enfin toutes seules. D'accord. Et c'est là que l'enfer, si j'ose dire, commence. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que on sent bien qu'elles arrivent, quoi. C'est des douleurs intenses, je me rappelais même pas avoir eu ça 10 ans avant, très régulières, et enfin je dis régulière, mais c'est même pas régulière, c'est non-stop. C'est-à-dire?
Bah, c'est-à-dire que j'ai tout le temps mal en fait. Alors on va dire des cycles plus ou moins réguliers, mais même entre les cycles, je vais avoir des douleurs, je vais du coup avoir des grosses fatigues, je fais des malaises, enfin. Mais est-ce que tu te dis, est-ce que ça te rappelle ce que tu avais adolescente ou tu fais pas le lien avec tes douleurs, les douleurs de tes premières règles? Bah, aucun lien, en fait, parce que finalement, sur toute une vie, quand on a 25-26 ans, je suis restée peut-être 2 ans sans pilule adolescente, entre le début des règles et la pilule, il y a eu que 2 années finalement, donc sur 25 ans de vie, c'est pas grand-chose, donc ça m'a pas marqué. Oui, puis si tu cherches pas une maladie de ce côté-là, ça devient pas l'esprit, quoi. Non, voilà. Parce que dans mon histoire, même voilà, à 25 ans, j'ai déjà l'habitude que de toute façon, quand une femme dit qu'elle a mal, c'est normal d'avoir Ouais, t'as mal. intégré ça. Ouais, donc en fait, Et donc, c'est quel niveau de douleur? C'est-à-dire que t'es déjà allé à l'hôpital, on te prescrit des choses puissantes, c'est quoi ta vie à ce moment-là, cette période-là? mais en fait, comme je suis quelqu'un de très pudique, je garde tout pour moi. Je fais ma vie, mon quotidien en fait normal. Tu serres les dents. Je serre les dents, je vais travailler. Quand il y a une douleur un peu intense, je vais m'isoler aux toilettes quelques minutes. Quand ça passe, je reviens toujours avec le sourire. Enfin voilà, personne ne se rend compte de rien. Je fais quand même quelques malaises qu'on dit vagos. Alors voilà, quand ça arrive sur le lieu de travail, bah du coup, ça, on va dire que les collègues s'en rendent compte. Donc une autre des fois, effectivement, on a appelé les pompiers, etc. Ah oui, quand même. Parce que malaise. Enfin voilà, je me sens pas bien. Alors j'ai jamais eu le malaise où voilà, je vais tomber d'un coup parce que ouais, je suis quelqu'un toujours dans l'autocontrôle et tout, donc je sens que ça va pas bien, je me pose et tout. Et voilà, je me dis oh non, ça va pas, j'ai la tête qui tourne, je vais me poser 5 minutes. Et c'est toujours justement les gens extérieurs qui m'ont dit non, bah là, on va appeler. C'est pas normal. Voilà, on va appeler quelqu'un. Peut-être que t'es fatigué, une carence, un truc. Et alors à l'hôpital, comment ils te gèrent? Eh ben, ils savent pas en fait pourquoi j'ai fait ce malaise, parce qu'on me pose plein de questions. Où est-ce que vous avez mangé? Oui, enfin voilà, les questions basiques. Et je pense qu'un petit peu avec le recul aussi, je pense que par pudeur, j'ai peut-être pas exprimé aussi exactement là où j'avais mal. Donc en fait, je leur reproche pas de pas avoir su diagnostiquer. Tu veux dire que t'as pas raconté, t'as pas dit j'ai des douleurs dans la zone de l'utérus, t'as été... Non, mais ça, pardon, ouais, je t'embête avec ça. Je comprends, non. Mais ce que j'ai, c'est que je pense aux gens qui nous écoutent, et s'il y a un endroit où il faut pas être pudique, en théorie, mais où il faut se faire violence, entre guillemets, c'est l'hôpital, quoi. C'est face à un médecin qui peut potentiellement nous aider. Donc c'est pour encourager à passer au-dessus de sa pudeur. Mais je la comprends, hein, c'est pas du tout... Mais je pense que, ouais, en fait, c'est qu'il y a la pudeur, mais il y a aussi... je pense qu'à ce moment-là, je fais même pas le rapprochement, en fait. Ah. Ou alors j'occulte, voilà, après je suis pas psychologue, mais voilà, je fais pas le lien entre les deux, je me dis un coup de fatigue. En plus, c'est vrai que à ce moment-là, au travail, l'ambiance elle est pas forcément géniale, donc j'ai pas toujours envie d'y aller, je suis fatiguée, donc en fait je fais pas le lien entre les deux. Ouais, voilà, je me dis, voilà, je suis pas bien, quoi. Voilà, c'est une mauvaise passe, en plus il y a eu séparation quelques mois avant. Voilà, je me retrouve seule chez moi, bien entourée quand même, mais voilà, je me dis c'est le changement de vie. T'es suivie par un médecin à ce moment-là? Je vois une gynécologue régulièrement du fait voilà des cycles qui ne venaient pas et tout. Et je lui dis bah voilà. Je lui ai dit plusieurs fois que j'avais mal en fait à elle. Par contre, je me suis confiée parce que je me dis c'est une gynécologue, c'est son médecin. Je me oriente toujours majoritairement vers des médecins aussi féminins parce que je me dis elles vont plus me comprendre. Ouais. Et je lui dis plusieurs fois que j'ai les douleurs. Pareil, elle me dit bah c'est le temps que. Et en fait, au bout d'un moment, je tape un peu du poing sur la table. Je fais non, c'est pas normal. Par contre, je veux plus reprendre de pilules. Est-ce qu'il y a une contraception alternative sans hormones, etc. Parce que je veux plus. Me pourrir la santé. Et elle me propose le stérilet au cuivre. Donc tu dis, tout bénef sans inconvénient, en théorie. C'est ça, c'est cool. J'ai pas à m'en occuper parce qu'il faut pas penser comme la pilule à la prendre, etc. Le mieux, je repars, je suis tranquille. T'as pas de douleur quand elle le pose? Ah si. Ah. C'est...
comment expliquer? Alors, quand on regarde un stérilet, c'est vraiment minuscule. Ouais. Mais à ce moment-là, quand elle le pose, j'ai l'impression que... Je sais pas comment expliquer, c'est très émouvant même d'y repenser parce qu'il y a des moments comme ça clés qui reviennent un peu. Bah, j'ai l'impression qu'elle m'arrache tout à l'intérieur, en fait. Vraiment, donc sur le coup, je dis rien parce qu'évidemment, au moment où avant la pause, elle fait quand même son job en disant que voilà, ça risque d'être douloureux au moment de la pause, mais c'est normal. Ouais, il y a toujours le mot normal. C'est normal, donc vous inquiétez pas, c'est normal. Donc bah sur le coup, au moment où elle fait que j'ai super mal, j'ai envie de crier, mais je ne dis rien parce que voilà, elle me dit Laura, c'est bon, c'est normal. Donc tu veux pas déranger. Voilà, je veux pas déranger, donc je me laisse faire et donc la pause, voilà, je rentre chez moi. Est-ce que tu te rends compte, nos auditeurs vont se rendre compte. Tu dis, elle me le pose, voilà, je rentre chez moi, ça fait mal, ah ouais, atroce. Mais vous êtes tellement des warriors et tellement habitués à la douleur et à gérer la douleur et à taire votre douleur que t'allais juste pas me raconter cette étape qui est quand même importante en me disant bon bah elle me le pose, je rentre, en zappant l'étape, je crois crever sur sa table quoi. C'est vrai. Et en plus, en te le disant, tu vois, j'ai le sourire, mais à côté de ça, ça se voit pas, mais j'ai les joues qui deviennent super chaudes. Donc, tu vois, T'es rouge, je te le dis, t'es rouge. On peut pas tout cacher. Mais ouais, parce que je me dis peut-être que, ouais, à ce moment-là, comme tout est normal et que c'est vrai que dans mon quotidien aussi, quand je dis un petit peu à l'entourage, on se taquine souvent entre frangines et tout, mais c'est vrai que quand je dis aux sœurs, ouais, j'ai mal ci, j'ai mal, oh, de toute façon, la chochotte, de rien, t'as mal, à peine on te touche, de toute façon, t'as mal, donc ouais, je me dis, bon, bah, si mes sœurs qui sont réglées et tout n'ont pas ça, bah, c'est peut-être que, ouais, je suis un peu plus sensible que les autres, et puis c'est tout, on y va, on serre les dents, quoi. Et comment ça se passe alors, cette vie commune avec ce nouveau stérilet? Un jour passe, 2 jours passent, toujours mal non-stop, je sais pas combien de temps je résiste avant de rappeler ma gynécologue, mais je sais qu'en tout, ça dure 2 longs mois. J'ai mal tout le temps, du matin jusqu'au soir. C'est énorme. Je saigne aussi. Je suis pas censée saigner. Et il y a des moments où ça va être plus supportable que d'autres. Je saurais pas dire quand, pourquoi, comment. À ce moment-là, au travail, c'est très compliqué parce que, bah, pour le coup, des fois, j'aurais envie de me plier sur ma chaise, mais pareil, poker face. Ouais. Je ne dis rien, donc je serre les dents, je subis. Mais je sais que c'est pas normal et en fait, jusqu'au moment, franchement, je sais plus à quel moment exactement, mais je sais que ça fait plusieurs semaines que je saigne beaucoup, que j'ai mal, que j'ai déjà rappelé ma gynécologue en disant j'ai toujours mal. Faut attendre. Il y a des corps qui mettent un peu plus de temps que d'autres parce que c'est quand même un corps étranger, donc faut que le corps s'y habitue. Et en fait, jusqu'au jour où je fais une grosse crise chez moi. Une crise de quoi? De douleur? De douleur très intense. Alors, peut-être que je me mélange il y en a eu quelques-unes, mais je sais plus si... voilà, il y a plusieurs épisodes un peu voilà, rapprochés. Et une grosse douleur que je comprends pas. Et là, je me dis non, c'est pas normal, il y a un truc qui va pas. Donc là, de nouveau, je l'appelle et je lui dis non, là, ça fait 2 mois, ça me pompe toute mon énergie. Voilà. Et je souffre. Je souffre. Enlevez-le-moi. Je n'en veux plus, enlevez-le-moi. Je suis sûre que c'est ça qui cause ces douleurs. Enlevez-le-moi. Ouais. Donc on prend rendez-vous. Elle me l'enlève et effectivement, enfin, à peine elle le retire. Alors, au moment de retirer, c'est douloureux, mais comment dire? Non, je pense pas que c'est moins douloureux finalement. Mais je pense que comme ça fait 2 mois déjà que j'ai mal. Et ben en fait, c'est de la gnognotte quand elle enlève. Ouais, finalement, c'est un soulagement. Ouais, bah c'est même pas un soulagement, une libération en fait. Dès l'instant où il est retiré, la douleur, elle s'en va avec. Et tu lui dis ça? J'allais dire oui comme ça par réflexe, mais en vrai, je sais même plus parce qu'on est un peu... des fois, il y a de la pudeur, mais des fois, il y a aussi comme on a un médecin en face de soi et que c'est lui qui sait.
Alors qu'on avait dit, je vous l'avais dit. Ouais. On dit quand même, on édulcore un peu. Je dis, quand même, dès que vous me l'avez enlevé, depuis que vous me l'avez enlevé, ça va mieux. Et elle, à part me dire, effectivement, c'était peut-être ça, voilà, elle passe à autre chose. Mais Ouais. moi, je sais que c'était on-off, quoi. oui, en fait, c'est comme, imaginez que vous avez une grosse plaie bien sanglante et bien ouverte et que le médecin vous dit revenez dans 2 mois et puis en attendant, c'est comme si on vous appuyait le doigt dessus non-stop. Voilà, imaginez la douleur que ça peut faire. Voilà, c'était... Quel enfer. Et donc, ton cycle revient, t'as des douleurs, c'est quoi ta vie intime dans le sens médical dans les mois ou les années qui suivent? Beaucoup de douleurs, des saignements entre les cycles, jusqu'au jour où je pense qu'effectivement c'est pas longtemps après la période stérilée. Je suis soulagée sur le coup, mais après il y a des douleurs qui viennent quand les cycles se remettent en place. Et jusqu'au jour où je fais vraiment, je crois, la plus grosse crise de toute ma vie chez moi. Je suis seule dans mon appartement. Je ne saurais plus dire à quel moment de la journée c'est. Je suis dans mon quotidien, en fait, d'un coup, j'ai une douleur intense au niveau de l'utérus. Comme, je me rends pas compte sur le moment, mais ça fait une grosse contraction, en fait. Et elle vient d'un coup, et après, ça fait un peu crescendo. J'essaie de me placer, de me plier pour voir si ça me soulage. Et en fait, ça devient de plus en plus intense. Et le seul moyen que j'ai pour me soulager, c'est de me recroqueviller en fœtus. Position de sécurité. Ouais, je sais pas comment, je me retrouve, je sais plus si je suis par terre ou couchée, je sais plus, en pleurant, j'ai envie de crier, je suis seule chez moi, au bout d'un moment je me dis, tu peux un petit peu, donc crier. Ah ouais, tu cries toute seule chez toi? Ouais. Ça doit être marquant cet épisode. Oui, là rien que d'en reparler c'est un peu compliqué, mais à ce moment-là je me dis en fait je vais mourir toute seule chez moi. Et il n'y aura personne pour m'aider, quoi. Je saurais même pas ce qui m'arrive. Donc j'attends et ça finit par passer. Et je reprends la fin de ma journée. Et tu vas pas à l'hôpital ou t'appelles pas les pompiers? Non, parce que vu que c'est passé. Ouais, normal. Voilà. T'en parles à ton médecin? Je crois que je mets un petit peu de temps, mais je finis par aller voir mon médecin généraliste, qui est un homme du coup, donc c'est peut-être pour ça que t'as eu un peu de réticence. Mais bon, à ce moment-là, je me dis que de toute façon, ma gynécologue qui est une femme et qui est gynécologue, de toute façon, ne m'a pas plus compris que ça. Donc peut-être que j'aurai plus d'écoute. Et comment ça se passe? Eh ben, ça se passe que comme à ce moment-là, en fait, on va dire depuis entre la vie de couple que j'ai eue et les hormones, etc., j'ai pris un petit peu de poids. Donc je suis en surpoids et je le sais. Mon médecin me dit à ce moment-là, parce que je lui dis, voilà, je me mets un petit peu au sport, j'essaye, mais c'est compliqué. Je lui dis, je suis fatiguée, je comprends pas pourquoi. Mais voilà, je lui dis, je saigne entre les cycles, etc., j'ai des douleurs. Il me dit, écoutez, faites du sport de manière régulière, perdez du poids et vous allez, voilà, ça va. Baguette magique, bien sûr. Ouais, c'est ça. Le poids, quand on est en surpoids, malheureusement, tous nos maux sont dus à notre problème de poids. On cherche pas plus loin. Non, pardon, je souffle parce que je sais ce que tu vis. Pour autant, ça veut pas dire que parfois le poids n'a pas une incidence sur la santé. On ne dit pas ça. Oui. En revanche, on dit que parfois il y a un filtre qui fait considérer que plein de maux sont liés à ça sans chercher plus loin. Ça peut arriver. Oui, voilà, c'est ça. Mais dans mon cas à moi, on n'a pas cherché plus loin à ce moment-là que mon surpoids, alors que peut-être mon surpoids aussi est dû à ce qui m'arrive à ce moment-là. Ça arrive aussi. Et puis le poids, c'est quelque chose qui varie dans la vie en fonction des émotions, des étapes, des hormones, de plein de choses. Oui, et puis oui, j'ai pas de problème
j'ai pas de problème de santé à ce moment-là. Enfin, j'ai pas de diabète, mes prises de sang sont bonnes, donc c'est pas le sujet en fait à ce moment-là. Moi, je dis que je saigne entre les cycles. Donc, et il te répond, faites des footings. Voilà. Alors il m'a pas fait faire d'analyse ou quoi que ce soit. Donc sa conclusion est culpabilisante en plus, vexante. Et c'est une manière détournée de dire encore une fois que limite pas c'est normal, mais faites ça et tout redeviendra normal. Et qu'est-ce qui se passe après alors? Une fois que tu sors de ce rendez-vous très bon pour le moral? Je cours au McDo. Ouais. En fait, je me dis, je commence un petit peu à m'ouvrir, moi qui suis pudique et qui veut pas me plaindre. Et quand je commence à me confier, on m'écoute pas. Donc en fait, je me dis, ça sert à quoi? Je vais continuer comme je fais très bien depuis toujours. Et au moins comme ça, je suis pas culpabilisée. Je me gère moi-même en fait. Je me dis quand j'ai des douleurs, je vais essayer de voir essayer du Doliprane ou voilà. Après, j'apprends à écouter un petit peu mon corps ou je vais sur Google chercher des astuces. Et alors, il y a des pistes. Est-ce que tu entends parler de maladies? Évidemment, est-ce que tu entends parler d'endométriose ou est-ce que t'es pas du tout dans ce genre de film-là? Ah non, pas du tout. Moi, je me dis juste, j'ai peut-être fait trop souffrir mon corps en lui donnant la pilule pendant 10 ans et maintenant, il faut qu'il s'en remette, donc il faut juste que je sois patiente. Ah, donc c'est ta faute. Ouais. Bon. Et à 29 ans, qu'est-ce qui se passe à 29 ans? Je suis en couple depuis quelques mois. Ouais. Rapidement, il y a un peu le cap des 30 ans qui arrive bientôt. On se dit, on est bien ensemble, pourquoi pas essayer de fonder une famille. Donc, on essaye, mais voilà, ça ne prend pas. Donc, c'est là que du coup, on va commencer à aller vers une spécialiste de la fertilité. Ouais. Endocrinologue. Et voilà, je vais lui expliquer un peu tous mes maux parce qu'encore une fois, pour moi, à ce moment-là, de toute façon, si ça ne fonctionne pas, c'est de ma faute. Donc, c'est qu'il y a un truc j'ai quelque chose qui va pas. Et comme j'essaie de m'analyser, de m'écouter un petit peu plus, je sens comme au fond de moi que ces douleurs-là que j'ai depuis plusieurs années, c'est pas normal et que c'est peut-être elles qui sont responsables aussi de tes difficultés. Ouais. Et alors, elle te prescrit des examens Je fais des tas d'examens. On parlait de pudeur depuis le début. Là, la pudeur, faut l'oublier. Parce que, voilà, que ce soit homme, femme, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est les médecins qui sont disponibles à ce moment-là pour faire les examens. C'est très intrusif comme examen. Ouais. Douloureux aussi. Parce que il y a quelques échos, etc. Mais là, quand on pousse un petit peu plus loin, il y a ce qu'on appelle, par exemple, il y a une hystérosalpingographie. Ouais. Donc, hystéroscopie. J'ai fait des IRM pelviennes. Parce que au début, on va dire que c'est les examens, je passe par les examens classiques quand il y a un problème de fertilité. Oui. Mais j'appuie quand même auprès de mon médecin sur le côté douleur. Et comme elle me fait beaucoup d'échos, elle me pose un premier diagnostic qui sont les ovaires micropolykystiques. Uh-huh. Donc, elle me dit, voilà, ça n'empêche pas une grossesse, mais ça peut la rendre plus compliquée. Ouais. Donc voilà, on va surveiller ce côté-là. Et moi, à ce moment-là, je me dis, ah oui, en fait, c'est vrai, ovaires, mes douleurs, voilà, on essaye un peu de visualiser sur le corps où c'est. Je me dis, c'est peut-être ça, finalement. Mais comme je lui dis, là, sur le coup, je me dis, c'est maintenant ou jamais, dis tous tes symptômes. Donc, j'ai des problèmes digestifs, j'ai des douleurs pelviennes régulières, je reparle des saignements entre les cycles et tout ça. Et là, sur le coup, elle me dit le mot, elle me dit, on va faire des examens plus poussés pour écarter, donc elle dit tout de suite, écarter une endométriose.
Donc, en gros, à ce moment-là, pour moi, je me dis, elle fait ça histoire de se rassurer, mais Ouais. elle sait que j'ai pas ça. Donc, je cherche pas plus loin, je fais mes examens. Et alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Pas d'endométriose. Et je le découvre après en lisant Le compte rendu? donc, il y a bien écrit dessus, pas d'endométriose et pas d'adénomiose. Ok. Donc, voilà, ils ont vraiment cherché... Et il trouve quelque chose? Non, rien. Il y a ces ovaires micropolykystiques, donc en fait, on se concentre un petit peu dessus. D'accord. C'est beaucoup manger bio, madame, acheter label rouge et faites une activité physique Régulière. donc, voilà, Voilà. régulière, parce que voilà, encore une fois, je suis en surpoids. C'est pas ça qui pose les problèmes de fertilité. Mais comme il y a des ovaires micropolykystiques et qu'il y a des difficultés, on va essayer d'éliminer tout ce qui pourrait causer une difficulté pour ce projet. Et donc là, vous continuez votre projet bébé. Est-ce que tu continues à faire des examens à côté? Comment tu prends en charge ta situation gynéco? Tous mes examens, ils vont passer par cet endocrinologue. Ouais. Parce que, en fait, c'est lourd de tout le temps expliquer un peu sa vie, son intimité. Ouais, une fois que c'est fait avec une personne, t'es content de tout Voilà. centraliser, quoi. Ouais, je me confie vraiment qu'à elle, même si dans les discours, des fois, il y a des choses un petit peu maladroites, mais bon. De sa part? De sa part, ouais. Pourquoi? Des petites phrases culpabilisantes. Mais comme c'est à côté de ça, c'est quelqu'un de très sympathique, je me dis, c'est peut-être, encore une fois, c'est peut-être moi, je suis peut-être un peu susceptible, un peu sensible avec ce qui m'arrive en ce moment. Voilà. Qu'est-ce qu'elle te dit, par exemple? Par exemple, j'ai une petite anecdote comme ça un peu marquante, c'est que à un moment donné, pour mes problèmes intestinaux, donc j'ai fait des examens, donc j'ai un intestin apparemment perméable, etc., qui causerait des inflammations, etc. Donc elle me prescrit des compléments alimentaires Oui. qui sont pas gratuits en plus. Bien donc, sûr. Voilà, bien. Et pas remboursé. Et pas remboursé. Que je prends, je pense, en plus à peu près aux périodes des fêtes, donc voilà, et je suis quelqu'un qui ne mangerait pas assez, donc elle me dit mangez bien 3 repas par jour et prenez 3 de ces doses à chaque repas de compléments alimentaires, etc. Et au bout d'un mois, comme je commence un peu à écouter mon corps aussi, je vois que je prends du poids alors que je suis censée manger mieux, avoir des compléments. Donc en fait, le rendez-vous, je lui dis voilà, je comprends pas, j'ai fait tout ce que vous m'avez dit, j'ai fait des efforts, mais j'arrive pas à perdre, je comprends pas. Ouais. Ah, mais c'est qu'il faut arrêter de manger entre les repas. Voilà sa conclusion tout de suite. Voilà. Mais t'es pas une enfant. Ben non, et puis et en plus on avait déjà échangé sur nos habitudes alimentaires. Je suis gourmande, mais je suis pas quelqu'un qui mange entre les repas. Et à ce moment-là, je l'ai pris ça comme c'est culpabilisant, mais comme un jugement aussi, parce qu'à chaque fois, je vais dire le mot, mais c'est pas sans jugement, mais c'est vraiment mon ressenti moi à ce moment-là. En fait, quand on est gros, c'est parce que on mange tout le temps. Et qu'on fait pas d'efforts. Voilà, et qu'on fait pas d'efforts. Donc j'ai vraiment pris ça comme un jugement, alors que j'ai l'impression justement du coup d'être une enfant et de dire non, en fait je grignote pas entre les repas et t'as fait les gros yeux. Et c'est pas aller plus loin. Je suis allée sur Google après et en fait je la revois quelques temps après et je dis voilà, en fait je me suis rendu compte en épluchant la fiche de ce complément là qu'il y a écrit, alors j'ai peut-être mal compris, mais il y a écrit se substitue à un aliment. Tu l'as pris en plus de tes repas? Ouais, donc voilà. Déjà, elle me faisait prendre le petit-déj que je prenais pas, et en plus, je prenais 3 fois ce... Et en fait, au moment où je lui dis, oui, ça se substitue, pour le coup, vous remplacez votre... vous prenez votre dose le matin de complément, mais vous prenez pas de petit-déjeuner, voilà, et ça ira... Mais à aucun moment, excusez-moi, erreur de diagnostic ou erreur de prescription, enfin voilà, sans... Non, ouais, c'est passé, bon. Bon, je crois savoir que tu décides de changer de médecin qui te suit. Je sais pas si c'est lié ou pas, mais...
En fait, faut savoir que il y a énormément de rendez-vous. Il y a eu FIV, il y a eu des traitements, etc. Très lourds, très compliqués. Ah oui, tu mets ça en place dès ce moment-là. Enfin, pendant toute cette période-là. Pendant toute cette période-là, d'accord, je oui, pensais que tu faisais toutes ces explorations avant de commencer, d'accord. C'est qu'en fait, on a commencé à explorer pendant 1 an, donc côté endométriose, etc. Ouais. Et quand elle a vu qu'il n'y avait pas, 1 an s'était passé. Et c'est là qu'elle a dit... bon, on y va. Mon grand âge avançant, elle a dit, on va pas vous faire perdre trop de temps, vous arrivez 30 ans, on va commencer un parcours PMA et on va continuer des examens un peu plus poussés, on va essayer des traitements, et voilà. Et j'ai énormément de rendez-vous avec elle. Mon conjoint peut m'accompagner à quelques rendez-vous. Il était là aussi au tout premier, d'ailleurs. Ouais. Mais lui, dès le tout premier, ça n'a pas passé, le côté par les 2 heures de bio. Alors, je suis très... Alors, attention, je fais quand même attention à un peu plus à ce que je mets dans mon assiette. Les perturbateurs endocriniens, au fur et à mesure, j'évite parce que je sais que ça fait pas du bien au corps. Mais sur le coup, pour nous, c'était pas le sujet à ce moment-là. Ouais. Et donc, lui, c'était déjà pas passé au premier abord. Il y a des membres de ma famille qui ont déjà eu affaire à ce médecin, qui m'avait déjà connu, pas forcément très bon, mais je me suis dit pareil, je pense que c'est propre à chacun. Puis moi, j'essaie de voir le bon chez les gens, donc il est tellement gentil que voilà. Et pour moi, comme je mets tout mon espoir entre ses mains, en fait, mon espoir de ce projet, je me dis c'est elle qui va pouvoir faire aboutir ce projet, donc on continue. On continue et comme c'est moi qui avais le plus de rendez-vous avec elle, j'ai dit à mon conjoint, je veux quand même essayer et on verra. Parce que je me dis, le projet va vite aboutir et voilà, quoi. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ces phrases culpabilisantes, etc., mon conjoint, il voyait aussi que j'étais pas bien en rentrant des rendez-vous. C'est lui qui a un petit peu insisté pour quand même qu'on change. Et après, je lui dis, c'est vrai qu'après tout, ce projet, c'est tous les deux quand même. J'ai arrêté un petit peu de me culpabiliser, de dire que tout est de ma faute aussi. Et je me dis, t'as raison, on est deux quand même à décider. Si toi, tu te sens pas bien avec elle. Mais à ce moment-là, on avait prévu quelques semaines après notre première FIV. Donc je me dis, écoute, on fait la première. On fait la première. Si ça aboutit pas à un petit bébé, promis, on change. Donc on a changé. D'accord. Sur recommandation aussi de la famille, donc on est allé voir un échographiste spécialiste dans la fertilité, la PMA. Ça a accroché tout de suite. Ok. J'insiste sur le côté homme, c'est pas pour dire les médecins hommes sont moins bons que les médecins femmes, mais c'est moi vraiment mon ressenti. Donc toi, t'avais une sensibilité liée à ça ? Voilà, et en fait, au final, je me rends compte qu'il a été plus compréhensif que... Comme quoi, la leçon, c'est que c'est une question de personne et pas de genre ou de sexe. C'est ça, mais en plus, c'est même pas le côté girl power ou autre, c'est vraiment, comme ça touchait à l'intime et la pudeur, Ouais. Puis j'ai grandi aussi entre-temps, donc... Et en fait, quelqu'un de génial, ça a accroché. Donc, premier rendez-vous, ça se fait toujours avec le conjoint, évidemment. Donc, tous les deux, ça a accroché tout de suite avec cette personne, avec ce médecin. Jovial, toujours souriant, l'œil un peu pétillant, voilà. Enfin, franchement, je me suis sentie... J'allais dire, quand t'en parles, t'as l'œil qui pétille. Ouais, mais je l'adore. Vraiment, il est exceptionnel et... Tu veux dire son nom, peut-être ? Ou pas, d'accord. Je sais pas si je peux, voilà. Bon, tu dis que des choses gentilles, donc peut-être qu'il serait content qu'on le cite, il serait flatté. Mais en tout cas, je t'oblige pas du tout. Hein. C'est le docteur Georges Haddad qui travaille à la chaussée Saint-Victor. Il est aussi à Bretonneau à Tours. Bon, voilà. Si vous êtes dans le coin, sachez qu'il y a un docteur à l'œil qui pétille. Voilà. Et qui est ultra booké. Et du coup, on sait pourquoi. Il est victime de son succès. Et vraiment, c'est passé bien tout de suite. Donc, il m'a fait refaire... une prise de sang, etc., pour un peu repartir, pas au début, mais parce que j'avais déjà un gros dossier pour voir à ce moment-là. Et ce que j'adore avec lui, c'est que, voilà, moi qui... Autant j'aime bien tout le temps anticiper, parce que ça me rassure. Je suis toujours très carrée, très ordonnée. Et lui, d'un coup, il m'a pas laissé le choix de me dire, on voit au fur et à mesure.
je pouvais poser les questions que je voulais, mais quand je partais trop loin dans mes questions, on va voir au fur et à mesure. Moi, je veux voir par rapport à vous, comment votre corps réagit au fur et à mesure, et on va s'adapter à vous. On va s'adapter. Et en fait, ça m'a fait du bien, parce que voilà, c'était une personne qui s'intéressait vraiment à moi, et qui n'était pas dans l'esprit statistique, la majorité de femmes, c'est comme ci, c'est comme ça, donc c'est normal. Non, là, il s'est dit, vous. Et en fait, tellement bon ce médecin que déjà, première échographie, il n'est pas là jour là, mais ça se passe dans son cabinet. Son collègue me dit, je vois pas d'ovaire micropolykystique. Je sais comment ça, j'en ai plus ou Alors moi, j'avais déjà mon dossier. Je lui montre quand même les anciennes. Là, j'ose un petit peu, mais regardez. J'étais suivie pendant 5 ans par une spécialiste de la fertilité. Mais il dit, même là, moi, je vois pas. Elle me dit, oui, il y a un surnombre entre guillemets d'ovocytes, etc. Mais c'est dans la moyenne, quoi. Moi, il n'y a rien qui me... Ok, je fais, lui, je le connais pas, je vais attendre de revoir quand même mon médecin. Donc, je vois mon médecin et il me dit la même chose. Ok, d'accord. Et il me découvre quelque chose, du coup. Ok. Et là, en fait, il me dit, il n'y a pas d'ovaire micropolykystique, mais par contre, moi, je vois de l'adénomiose. Et je dis, c'est quoi J'avais jamais entendu parler de ce mot. Il me dit, donc là, il m'explique que c'est une forme, en fait, d'endométriose qui est ciblée au niveau de l'utérus et qui est moins douloureuse que l'endométriose, mais plus contraignante quand il y a un désir de grossesse. Mais voilà, il prend bien le temps de tout m'expliquer, où ça se situe, expliquer, vous avez des douleurs parce que ceci, cela. Après, c'est les termes médicaux, j'aurais pas à dire de bêtises, mais... Mais en tous les cas, il te donne une explication à plein de symptômes de ta vie, quoi. C'est ça, et en fait, au moment où il me dit adénomiose, avant même, je crois que là, ça me revient, avant même qu'il commence à m'expliquer vraiment ce que c'est après en détail, alors j'y mets pour le coup. Et là, je lui déballe, je lui avais jamais dit à lui, du coup, vraiment en détail les symptômes que j'avais, parce que quand j'étais venue le voir, c'était pour mon projet bébé et pas... Donc en fait, quand on a des douleurs, même en dehors des cycles, quand on saigne en dehors des cycles, j'ai oublié aussi un autre détail que j'avais déjà dit à mon autre médecin, ça arrive aussi des douleurs pendant ou juste après un rapport sexuel. Bien sûr, c'est... ça m'est arrivé de pleurer. Comme t'es pudique, j'osais pas t'en parler. Oui, voilà, allez, Et ça m'est arrivé. Alors sur le coup, je mettais ça sur le dos des traitements, etc. Mais de carrément pleurer, me cacher pour pleurer juste après un rapport sexuel parce que contraction super intense, pas aussi intense que la crise que j'avais eue, mais pas normal après un moment de plaisir, voilà. Et pour moi, c'était pas normal. J'en avais déjà parlé à mon premier médecin qui avait même pas relevé. Donc là, lui, je lui déballe tout et il me dit, oui, en fait. Tous les symptômes, effectivement, tout s'explique. C'est des symptômes de l'adénomiose. Donc après, on s'est posé et il m'a expliqué ce que c'est. Même sur l'échographie, il m'a dit, vous voyez, là, je vois des petits traits, machin. Alors que nous, on voit juste une tache grise, noir et blanc. Enfin, on comprend rien. Donc c'est, d'accord, ok. Donc il explique tout très bien. J'ai une question. Il y a plusieurs témoins invités de ce podcast qui racontent que quand on leur donne un diagnostic, au lieu d'être bouleversées, elles sont hyper contentes, elles sourient comme là t'es en train de sourire aux anges. C'est vrai. Et que parfois les médecins les regardent en disant, vous comprenez ce que je dis, madame? Oh, je comprends, mais je suis tellement contente d'avoir un diagnostic. Eh bien, comment toi t'étais à ce moment-là? À ce moment-là, parce que moi, dans la vie, j'ai pas de juste milieu. À ce moment-là, je suis entre deux sentiments très contradictoires et que je lui exprime à ce moment-là parce que ça y est, j'arrive un peu à exprimer plus. Et je dis, en fait, d'un côté, je suis super contente dans le sens où pas d'être malade, c'est pas drôle, mais parce qu'enfin, en fait, je suis pas folle. C'est ça, je ne suis pas folle, en fait. J'ai bien quelque chose, je le sais depuis des années, je le ressens dans mon corps. Comme quoi, il faut faire confiance à notre corps, on le sait. Donc, je suis soulagée
Voilà, je suis pas si chochotte que ça, en fait. C'est qu'il y a bien quelque chose. Donc, voilà, on souffle, on est content. Et je dis, mais à côté de ça, je suis très frustrée et en colère. Alors, je veux pas, comment dire, accuser mon précédent médecin parce qu'elle a eu des résultats qui ont abouti avec d'autres patientes. Mais sur le moment, ouais, j'éprouve de la colère parce que je me dis, elle m'a orientée vers ce diagnostic pendant des années, mais elle n'a pas vu ça alors que je lui avais les symptômes, tous les symptômes, je lui avais déjà dit, j'avais insisté dessus. Bah ouais, en fait, je suis en colère, elle nous a fait perdre 5 ans de notre vie. Donc c'est pas juste, en fait, je le dis pour une fois à voix haute, c'est pas juste. Parce que moi, j'avais déjà prévenu, et je suis pas médecin, mais c'est moi qui suis dans mon corps, donc... Après, je me dis que j'ai pas assez insisté, mais après, ce serait se culpabiliser, donc ça sert à rien. Et tout gentil qu'il est, il m'a dit mais non, mais vous savez, il dit c'est que c'est facile pour moi, parce que je lui dis comment ça se fait que vous vous découvriez maintenant. Ouais. Il me dit bah pour moi c'est un peu plus facile parce que bah moi il dit vous avez déjà fait des examens pendant 5 ans, donc il dit j'arrive un petit peu en bout de chaîne, on va dire. Donc en plus, il est élégant. Ah bah oui, mais c'est pour ça que je l'adore. Il est très modeste et enfin voilà. Et que peut-être il dit j'ai peut-être un appareil plus performant aussi, et puis bah c'est un sujet on en parle de plus en plus, et le hasard a fait qu'à ce moment-là en fait pour ce début de rendez-vous il avait été en retard et il me disait bah j'étais en retard parce que j'étais juste avant vous, j'étais au téléphone avec un confrère et on parlait de l'endométriose, adénomiose. On était sur ce sujet-là juste avant le rendez-vous, en fait. Donc, je me dis, il n'y a pas de hasard. Mais je sais, je lui fais confiance, il aurait trouvé quand même. Mais voilà, le hasard fait qu'il en a parlé juste avant. Donc, voilà, il se dit, voilà, il y a des médecins qui sont plus au courant des sujets que d'autres. Et voilà, il dit, voilà, c'était facile pour lui de trouver. C'était en quelle année, ça? Tu avais quel âge? C'était il y a tout juste 1 an. Ok. Donc j'ai oh là là, on compte plus les années au bout d'un moment. J'ai presque 35 ans à ce moment-là. Ok, donc ça fait à ce moment-là, plus de 22 ans que tu souffres. Ouais, c'est ça. Et alors, c'est quoi ta vie depuis 1 an? Je vois les choses autrement. J'accepte plus quand j'ai mal de dire que j'ai mal. Même si je suis très ouverte avec mon conjoint et tout ça, bah, de dire, bah, des fois je disais pas pour le culpabiliser, mais j'avoue que pour le coup, des fois quand une activité, quelque chose où je me sens fatiguée, des fois ils comprenaient pas forcément, mais peut-être par ma faute aussi, parce que je suis très ouverte, mais je dis bien ce que je veux dire aussi. Et lui dire, bah, tu vois, à tel moment, quand on était en voyage ou autre, où j'étais speed pendant une semaine, c'était génial, on a fait plein de trucs, et que la semaine d'après, j'arrivais même plus à mettre un pied devant l'autre. Bah, c'était ça. Et ben, c'était ça, en fait. C'était pas de la comédie. Alors lui, il me dit, parce qu'il est très bienveillant, mais il dit, je sais que tu fais pas de la comédie. Je dis, oui, mais au moins, tu te rends compte que, enfin, à la limite, par rapport à ce que je laissais paraître, ce qui pouvait se passer à l'intérieur, en fait. C'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast, toi et moi et nous dans l'absolu. C'est pour que les gens connaissent l'entièreté et la variété des symptômes. Et plus on connaît cette maladie, on ferait jamais culpabiliser quelqu'un qui a un pied cassé, quoi. Plus on connaît cette maladie, plus l'entourage aussi, plus les femmes peuvent assumer, raconter et comprendre ce qu'elles vivent, et leur entourage aussi. C'est ça, parce qu'en plus, déjà que ça se voit pas, ça peut être handicapant dans le quotidien, mais ça ne se voit pas. Et comme je suis quelqu'un de très souriant, j'aime bien blaguer, enfin, de tout, de rien. Voilà, j'ai 5 ans dans ma tête. Du coup, voilà, ça ne se voit pas, donc ça surprend même quand je dis, voilà, même à l'entourage proche, bah voilà, en fait, on m'a diagnostiqué ça, que j'aurais... Ah bon, mais je pensais pas... Mais si, en fait. Donc, ça m'ouvre à... Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est très... J'accepte qu'on prenne soin de moi aussi.
C'est un peu... Ça a l'air nouveau. Ouais. De dire, là, quand j'ai mal, plutôt que de vouloir faire la femme forte, je demande à mon chéri d'aller me chauffer ma petite bouillotte. J'en profite. Je crois qu'on l'a compris dans tout ce que tu dis. Mais t'as un conjoint qui est très bienveillant et j'imagine que ça aide à vivre au quotidien, même vis-à-vis de l'extérieur, de se dire j'ai cette force avec moi parce qu'il y a quelqu'un qui me soutient et qui est bienveillant avec moi. Oui. Je t'ai fait rougir. Parce qu'il y a le côté, je pense que si des fois je m'étais ouverte un petit peu plus à ce que je vivais, lui ou même d'autres personnes auraient été plus bienveillantes parce que dans le sens où, comment dire, il y a des gens, ils veulent pas aider les autres, etc. Mais je pense qu'on m'aurait peut-être plus aidé si j'avais dit les choses aussi. Et avec le recul, je suis pas pour refaire le passé, etc. et avoir des regrets. Mais je regrette quand même un petit peu parfois de pas avoir accepté aussi de me faire aider, on va dire, par l'entourage proche, parce que je sais qu'il y a plein de personnes, si je leur avais dit vraiment ce que je vivais, qui auraient été là pour moi, en fait, mais j'ai toujours voulu gérer les choses toute seule. Avant qu'on enregistre, tu m'as dit, il y a un sujet, je voudrais en parler. Donc moi, je suis totalement ouverte à ce qu'on le raconte. Nous, on a fait connaissance, toi et moi, pendant une journée porte ouverte au laboratoire de Ziwig. Ziwig qui est le soutien de ce podcast. Et pendant cette journée, tu as fait connaissance du fondateur de Ziwig. Et je sais que vous êtes en contact. Et tu m'as dit, quelques jours avant qu'on enregistre, un peu un échange que vous avez eu. Est-ce que tu veux le raconter ? Oui. C'est toi qui m'as proposé, hein, je te force pas. Non, c'est que comme d'habitude, je sais pas synthétiser et je sais pas par où commencer. Et c'est qu'en fait, je le connaissais déjà indirectement parce que dans parmi les nombreuses ambitions professionnelles que je peux avoir, je m'intéresse beaucoup à l'investissement, etc., aux finances. Et du coup, voilà, je suis partie d'un club d'investissement et on nous avait présenté ce laboratoire qui faisait une levée de fonds justement pour les aider à pouvoir continuer dans leur merveilleux projet. Et déjà à ce moment-là, le sujet m'a fait tilt, la santé des femmes, l'endométriose. À ce moment-là, moi je savais que j'avais de l'adénomiose, mais encore une fois, moi c'est rien l'adénomiose à côté de l'endométriose, voilà. Et j'avais envie de soutenir ce projet et on avait déjà rencontré Yaya par écran interposé parce que voilà, il avait présenté son projet et c'est une personne voilà qui je crois que je sais même pas quel mot exprimer, mais voilà, tout de suite j'ai senti la bienveillance, le grand cœur qu'il a et je me dis, c'est une personne merveilleuse. Son projet, il s'y intéresse vraiment à la santé des femmes. Il va participer avec ses équipes à changer la vie de beaucoup de femmes. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai connu et que j'ai commencé un peu à le suivre du coup dans ses projets. Et c'est par le fait que je sois un investisseur et non du coup patiente que j'ai eu cette invitation. Donc évidemment, j'ai dit oui tout de suite. Et ça s'est super bien passé. Toutes les personnes sur place étaient extraordinaires. Et en fait, pour moi, c'est un peu... j'en suis encore bouleversée aujourd'hui parce qu'en fait, je dis que ça a été le début de ma thérapie. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Parce qu'il faut expliquer que tu as pris la parole. Oui. Il y a eu une table ronde. Tu as pris la parole. Et on a entendu une mouche voler. Parce que tu as raconté, et j'ai découvert après que c'était la première fois que tu racontais ton histoire. Oui. Et tu as fait pleurer la moitié des gens qui étaient là. Ouais, c'était la première fois, parce que j'aime pas parler de moi, j'aime pas que les projecteurs, entre guillemets, soient braqués sur moi. Et en fait, c'était la première fois que je parlais de mon mal à des personnes extérieures que un cercle familial très restreint.
Et sur le coup, moi, dans ma tête, j'imaginais une petite table ronde, etc. Et je me suis retrouvée devant je ne sais pas combien de personnes, avec des médecins à côté de moi et tout. Donc, c'était très impressionnant. Et oui, du coup, il y a eu des gens qui ont pleuré. Donc, c'est très bouleversant. Mais à ce moment-là, en fait, j'ai compris pourquoi j'étais là, pourquoi je le faisais. Et ça m'a tellement fait de bien. Alors, c'est pas le côté on me regarde, j'ai ému des gens, pas du tout, parce que c'était pas... En fait, j'étais moi, en fait, pour une fois, vraiment sans filtre. Et les retours bienveillants que j'ai eus m'ont montré qu'en fait, il faut que j'arrête d'avoir... alors, pas honte, parce que c'est un mot un peu fort. Faut que t'arrêtes de te censurer. Oui, et cette pudeur, et en fait, non, c'est pas normal d'avoir mal. On est beaucoup à être dans ce cas-là. Et je me dis, si je peux aider les autres à ma petite échelle, en fait, j'y vais. Et apparemment, il y a des personnes qui ont été autant bouleversées que moi par mon discours, dont Yaya. Et donc, du coup, on a gardé des contacts depuis, on a échangé. Je lui ai donné des nouvelles, etc. Et je pense avoir une forme d'endométriose. Donc, on a échangé là-dessus. Donc, je vais pouvoir... bénéficier de cet endotest prochainement. Alors, je veux pas du tout, dans ce podcast, faire de la promotion pour un produit. C'est pas du tout notre sujet. Mais en revanche, il y a un truc important à dire, c'est que ce test a obtenu il va être mis à disposition des patientes dans le cadre du forfait innovation et remboursé dans 80 établissements avant d'être, ils le souhaitent, généralisé. Et c'est ce qui est souhaitable. Ça veut dire que toi, je crois que Yaya t'offre un test, mais que les femmes vont pouvoir, dans quelques semaines, on saura exactement dans quel établissement, profiter de se faire prescrire, si les médecins pensent que c'est pertinent, se faire prescrire ce test salivaire. C'est ça. Voilà, c'était la parenthèse fermée. Non, parce qu'en fait, comme c'est dans mon cheminement du moment, je voulais quand même en parler que pour celles qui vont écouter, soit qui ont des doutes ou qui ont des douleurs, mais sont encore loin de s'imaginer que ça peut être quelque chose comme ça, vraiment d'ouvrir les consciences et qu'elles n'aient pas peur aussi d'aller parler à leur médecin. Et voilà, se concentrer vraiment sur ce côté-là. C'est peut-être pas ça, mais savoir que ce genre de test existe, qu'il y a des personnes qui s'intéressent à la santé des femmes et qu'il y a une grande évolution autour de ça qui est toute proche. Alors, c'est comme j'avais déjà dit, qui paraît encore très lointaine pour moi en tant que patiente, parce qu'on a déjà tellement attendu que la moindre semaine, ça paraît énorme. Mais on arrive au bout et ça va aider plein de personnes. Et voilà, je voulais quand même le signaler. Le signaler. Je crois que je connais un peu la réponse, mais qu'est-ce que tu dirais à la jeune fille que t'étais et qui avait des douleurs et qui comprenait pas et qui en parlait pas, avec le recul? C'est dur, ça. J'ai toujours été quelqu'un de forte, déjà très jeune, et je pense utiliser cette force à bon escient et oser dire, en fait, dire non, c'est pas normal. Et s'il y a un médecin qui nous écoute pas, d'aller en voir un autre jusqu'à ce qu'on soit entendu et pas se laisser juger, pas se laisser culpabiliser. Et les médecins, non, ça, pas que les médecins n'ont pas toujours raison, mais ils sont dans leur rush, leur speed, voilà. Donc eux, ils pensent pas faire mal les choses, mais nous, comment on peut le vivre aussi, pas rester seul en fait face à ça, parce que je me suis souvent rabaissée, sentie vraiment moins que rien, parce que je me dis c'est dans ta tête, etc. Mais voilà, et surtout bien s'entourer et en parler. Merci.